politique, sociale est essentielle pour qu'une société grandisse. La Cité de la Réussite engage le débat, donne à entendre des opinions, invite le public à réfléchir et à agir pour qu'en France et dans le monde soit gagné le pari de l'intelligence. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. Il faut qu'il y ait au centre des décisions la lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Et nous allons ensemble travailler pour l'avenir. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis François Langlais, directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos, et c'est moi qui ai le plaisir d'être le modérateur de ce débat dont le thème est, vous le savez, éducation et entreprise, le pari de la transmission. Débat qui va se dérouler conformément aux règles de la cité que vous connaissez bien. Débat en 3 temps. Je vais d'abord poser une question à chacun de nos intervenants. Deuxième temps, un panel d'étudiants qui est au premier rang va poser les questions qu'il a préparées et dialoguer avec les intervenants pour engager le débat. Et puis après, ça sera vous, bien sûr. Vous aurez tout le loisir nécessaire pour poser des questions sur ce sujet fondamental qui détermine l'avenir de notre société. Je n'en dis pas davantage et je vous demande d'accueillir et d'applaudir tout d'abord René Abatte, qui est Senior Advisor du Boston Consulting Group. René, si vous voulez bien prendre place. Je vous demande d'accueillir ensuite Patrice Bardèche, qui est vice-président de Ionis Education Group. Il est là. Bonjour Patrice. D'accueillir ensuite Richard Descoings, qui est le directeur de Sciences Po. D'accueillir encore Stéphane Roussel, qui est le directeur général des ressources humaines de SFR. Et d'accueillir ensuite Patrice de Cambourg, qui est président de Mazars. Patrice. Bienvenue à nos 5 intervenants.
Stéphane Roussel, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes, je le disais, un homme d'entreprise. Vous êtes le patron des RH, des ressources humaines de SFR. SFR, on ne présente pas cet opérateur de téléphonie mobile, l'un des premiers en Europe, bien sûr. Vous faites plusieurs centaines de recrutements chaque année. Quel diagnostic vous faites, vous qui êtes un homme d'entreprise, justement, sur ce fossé qui sépare le monde de l'éducation et celui de l'entreprise? Déjà, vous le dites, il y a un fossé. Donc c'est vrai que la question se pose peut-être plus en France que dans les autres pays. Il y a un monde entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. On va d'ailleurs s'évertuer à prouver le contraire pendant le débat, parce qu'on va quand même, à partir de ce constat, montrer qu'il y a des expériences positives qui peuvent changer les choses. Mais bon, le constat est là, il y a des silos en France et on n'échappe pas à la règle. Il y a des règles du jeu qui sont propres au monde de l'éducation et des règles du jeu qui sont propres au milieu de l'entreprise. On a l'habitude de dire, je pense que c'est assez vrai, sans être caricatural, que la France est peut-être la championne du monde pour donner un niveau de culture générale au plus grand nombre. Et par contre, pour ce qui est de la préparation au monde de l'entreprise avec ses codes culturels, pas simplement techniques, on est loin du compte. Alors, je ne voudrais pas trop simplifier le débat, mais à partir de ce constat, je voudrais juste dire qu'une fois que l'on a dit ça, la bonne nouvelle, c'est que la culture générale, c'est ce qui va être de plus en plus important. Je dirais que c'est quand même dommage que de l'autre côté, on ne soit pas plus performant. Alors on va, je pense, revenir sur les exemples et je voudrais juste citer deux points sur lesquels on travaille. Une fois qu'on a dit ça, il faut que l'entreprise aille plus loin pour être partenaire du monde de l'éducation et inversement. Et finalement, quand on se croise, on arrive à trouver des terrains, pas seulement d'entente, mais de programmes communs, je dirais, pour faire ensemble quelque chose de nouveau. Et on va revenir à ce que la France a toujours su faire autour du compagnonnage, finalement. On revient à des choses très basiques, c'est-à-dire on n'apprend pas d'un côté en séquentiel et on exerce plus tard autre chose. C'est qu'on apprend en faisant, on fait, on apprend. Et finalement, la crise, entre guillemets, fait revenir à des choses très très simples. Je pense que c'est peut-être pas tout de suite le moment d'expliquer concrètement ce que je viens de dire, mais il y a de multiples initiatives qui sont prises par beaucoup d'entreprises, d'universités, d'écoles, qui vont dans ce sens-là. Mais peut-être qu'on va revenir dessus un petit peu plus tard. Merci Stéphane. Je me tourne maintenant de l'autre côté justement du fossé, j'allais dire, dans le monde de l'éducation supérieure. Richard Descoings, donc patron de Sciences Po, qu'on ne présente pas. Il y a aujourd'hui, pour vous, qui dirigez une grande école française, deux nécessités qui peuvent sembler contradictoires. Il faut d'un côté défendre ses couleurs dans le grand bain de la mondialisation, au fond un univers où la formation supérieure de qualité est de plus en plus mondialisée, et puis de l'autre côté, il faut veiller à ouvrir l'accès à ces grandes filières d'excellence, à démocratiser. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux nécessités qui peuvent sembler contradictoires? François Langlais, ça n'est contradictoire que si on pense que les pauvres sont bêtes. Si effectivement on se dit que pour réussir dans la compétition internationale, il faut regrouper des jeunes gens qui appartiennent disons à 30 ou 40% de la population française, je ne parle pas simplement des toutes grandes écoles, mais c'est le taux d'accès à l'enseignement supérieur, et que si on s'occupe des autres, on va s'affaiblir, on n'est pas prêt de faire gagner la France, parce que ça veut dire qu'on laisse en friche économique, sociale, je ne parle pas de la morale ou de la justice, des jeunes gens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de réussir leur vie. Réussissant leur vie, ils vont nous faire réussir plus globalement. Mais on a cette idée, c'est vrai en France, que la réussite scolaire, quelque part entre le milieu du collège et la fin du lycée, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui prouve qu'on pourra avoir des professionnels, quel que soit le niveau de responsabilité, quel que soit le secteur d'activité, qui vont porter nos entreprises dans le monde. C'est totalement absurde. Je ne sais pas si vous connaissez des jeunes gens qui ont attendu un peu plus tard pour se mettre à travailler, pour prendre du goût à leurs études, pour commencer à avoir des motivations. Donc, il faut absolument que notre système, notamment pour les grandes écoles, bien sûr, travaille avec les entreprises, mais ne gâche pas les talents. Dans une cité, on aime, au contraire, mettre en valeur tous les talents dans leur diversité et dans le besoin qu'a notre pays. Donc je ne vois pas de contradiction. Je ne vois de contradiction, encore une fois, qu'avec toute une série de préjugés qui existent, qu'il faut savoir affronter, qu'il faut savoir comprendre. Ce n'est pas du tout efficient
de recruter pour un établissement comme Sciences Po des élèves dont on n'est pas à 150% sûr qu'ils vont réussir leur entrée dans la vie professionnelle. Mais il n'y a pas que l'efficience dans la vie, il y a aussi le bonheur de créer de la valeur, comme on dit, des entreprises. C'est-à-dire que recruter des élèves qu'il faudra accompagner pour qu'ils réussissent leurs études, pour qu'ils réussissent leur entrée dans la vie professionnelle. Alors là, c'est notre valeur ajoutée d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Si on ne prend que ceux qui sont, entre guillemets, prédestinés à réussir, c'est très bien, très efficient, très commode, mais la plus-value, elle est très faible. Merci Richard. On reviendra bien sûr sur les éléments que vous nous avez donnés. Je me tourne maintenant vers René Abatte, qui est donc Senior Advisor du BCG, le Boston Consulting Group, qui est une firme de conseil de haut niveau en stratégie. On parle bien évidemment de la fonction de transmission du système éducatif, mais est-ce que l'entreprise n'a pas aussi des choses à faire en la matière, à transmettre des connaissances, des savoirs, une culture? Écoutez, merci de me poser cette question. Je ne suis pas un spécialiste du monde de l'éducation. Par contre, j'ai pu voir au cours de ma vie professionnelle l'importance de la transmission à l'intérieur de l'entreprise. Bon, on passe 15-20 ans de sa vie à l'université, à l'école, on en passe 30-40 dans l'entreprise ou dans des organisations professionnelles. La transmission continue d'être quelque chose de fondamental pendant ces 30-40 années qui suivent. Donc, je crois qu'on a parlé des premières, du passage de la première à la seconde. Je voudrais juste dire un mot sur les 30 à 40 ans que les plus jeunes d'entre eux ont devant eux et que les autres ont déjà partiellement franchi. Et revenir peut-être sur un point qui, pour nous, pour BCG, les clients que nous avons conseillés, est fondamental dans la stratégie de l'entreprise. La stratégie, une entreprise apporte de la valeur et elle-même réussit si elle réussit à accumuler de l'expérience plus vite et mieux que ses concurrents. C'est ce qu'on a appelé l'effet d'expérience, hein, la fameuse courbe d'expérience. Alors une courbe d'expérience, ça ne se descend pas comme quand on enfourche une rampe d'escalier, on la descend. Non, il faut travailler pour qu'à l'intérieur de l'entreprise, la transmission du savoir, la transmission des expériences se produisent de la façon la plus efficace. Et on assiste, on voit que certaines entreprises n'arrivent pas finalement à maîtriser ce phénomène. Et du coup, elles ne descendent pas leur courbe d'expérience et très rapidement, elles se trouvent en position d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents qui ont réussi à faire ça. Alors c'est d'autant plus important, enfin ça a toujours été vrai, ce phénomène de la transmission au sein de l'entreprise entre les générations, etc., et même à l'intérieur d'une même génération, entre différents services, différents départements, est d'autant plus importante aujourd'hui que pour la majeure partie des entreprises, et à l'exception peut-être des entreprises jeunes comme SFR, les cadres, beaucoup de cadres approchent de l'âge de la retraite. Bon, le fameux baby boom, etc., etc. Donc, sur les 5 prochaines années, dans beaucoup d'entreprises, vous allez avoir le départ d'une majorité, d'une quantité énorme de personnes qui vont tout d'un coup quitter l'entreprise. Donc, premier défi, comment faire pour que l'expérience qui a été accumulée par l'entreprise grâce à ces personnes ne soit pas perdue dans ce moment de transition. Donc, premier élément qui rend le sujet, mais fondamental pour la société, bien sûr, mais aussi pour chacune des entreprises et pour la compétitivité de chacune d'entre elles. Le deuxième élément qui rend le sujet encore plus compliqué de cette transmission, c'est que bon, la globalisation, le fait que dans des entreprises, on a aujourd'hui des gens qui viennent d'origines très différentes, nationalité, origine sociale, etc., etc. Donc la diversité, ce dont on parle, qui est très important, fait que la transmission devient plus difficile. On transmet plus facilement à son clone. C'est plus difficile de transmettre à quelqu'un qui est différent de vous-même. Et donc ça devient un vrai sujet de stratégie d'entreprise. Comment s'assurer que l'expérience accumulée continue de s'accumuler et qu'il n'y a pas de déperdition au cours des prochaines années. Merci René. Je me tourne maintenant vers Patrick de Cambourg pour lui poser un peu la même question au fond. Bon, Patrick, vous êtes président de Mazars, qui est un grand cabinet d'audit international d'origine européenne. Hein. Vous avez une vision un peu transversale aussi, vous voyez, un certain nombre d'entreprises qui sont vos clients dans tous les secteurs, de toute taille, de toute nationalité. La fonction de transmission de l'entreprise qui a été longtemps un élément très structurant dans la société, qui a permis la progression, l'ascenseur social, est-ce que ça marche toujours ? Et à quelles conditions ? On a une lecture de René Abatte qui est un petit peu contrastée, où il nous dit que c'est à la fois nécessaire et en même temps, les conditions ont changé à cause de la mondialisation. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Je crois que l'entreprise demeure un facteur de transmission fondamental, donc, dont on ne peut pas se passer, même si le système éducatif était parfait. À l'évidence, il y a un passage à un moment donné d'un engagement d'apprentissage général à un engagement de vie professionnelle, et à ce moment-là, seule l'entreprise peut donner la confrontation de ce que l'on a acquis dans son cursus avec la vie pratique quotidienne. Alors ça se fait par l'intermédiaire de stages, souvent, mais cette transmission-là, à mon avis, seule l'entreprise, évidemment, peut le faire. J'observe d'ailleurs, on a évoqué le fossé entre l'entreprise et l'éducation. J'observe qu'effectivement, à l'international, puisque Mazars est présent dans 46 pays, donc on a la possibilité de comparer, nous avons effectivement en France des gens qui ont une formation générale de bonne qualité, alors que dans les autres pays européens en particulier, et les pays anglo-saxons en général, la formation est très pratique, souvent très pratique, plus courte, et on se retrouve avec des gens qui ont un avantage technique à court terme, et c'est très intéressant de voir à quel moment l'éventuel basculement peut se faire. Et le basculement entre, je dirais, l'évolution d'un Français, d'un Européen continental par opposition à un Anglo-Saxon. C'est très intéressant d'observer que si l'Européen continental, pour être général, a une capacité managériale, il va très bien se comporter à partir d'un certain stade de son évolution professionnelle. Parce que le primat donné à une démarche très technique, méthodologiquement très à court terme dans les autres dispositifs éducatifs, et je ne critique pas, je constate, il faut accéder à autre chose. Donc d'où les MBA que l'on fait à 30, 35 ans, etc., dans ces pays-là. Donc l'entreprise est facteur de transmission. Elle est aussi le seul facteur de transmission sur elle-même, parce qu'on donne l'impression que c'est neutre. Ce n'est pas du tout neutre. L'entreprise a un objectif, elle doit donc transmettre sur elle-même. Elle doit transmettre sa valeur, elle doit transmettre son patrimoine génétique, elle doit le modifier. C'est donc toute la démarche des universités d'entreprise. Mazars a une université d'entreprise. La création, je prends un petit exemple rapide. Mazars ne pouvait pas progresser dans le domaine de l'audit à partir d'une économie de 60 millions d'habitants, 5e ou 6e, enfin je ne sais pas très bien, économie mondiale. Impossible. Seuls les Américains peuvent avoir une démarche de cette nature, c'est-à-dire d'imposer un modèle culturel. Donc la seule manière de faire, c'était d'avoir une démarche d'emblée internationale, de créer une citoyenneté où aucune nation ne serait dominante, ce qui implique évidemment la création d'un mode culturel propre. Merci Patrick donc pour ces compléments sur cette question. Effectivement, c'est deux visions complémentaires par rapport à celle de René Abad. J'en viens enfin à Patrice Bardèche. Donc vous êtes l'un des dirigeants d'un groupe de formation supérieure privé, c'est Ionis. Alors, vu de chez vous, vu de votre fenêtre, si je puis dire, quels sont les points qu'il vous semble nécessaire d'améliorer dans notre système éducatif supérieur pour réduire ce fameux fossé évoqué soit directement, soit indirectement par nos 4 précédents intervenants? François, vous me permettrez de commencer par corriger juste mon prénom, Fabrice. Pardon. Voilà, comme ça, c'est réglé une fois pour toutes. Ça le sera, je vous le promets, jusqu'à 16h. Et bien sûr, je vais répondre à cette question. Dans les écoles du groupe Ionis, on est brièvement structuré en deux grandes parties. Il y a d'un côté des écoles de business et de l'autre côté des écoles d'ingénieurs et des écoles technologiques. Donc, par nature et par principe, et peut-être encore plus parce que nous sommes un ensemble d'établissements supérieurs privés, nous avons une liaison forte avec l'entreprise dans l'intégralité du cursus. C'est une de nos raisons d'être, c'est un de nos principes fondamentaux et un des engagements qu'on prend vis-à-vis de n'importe quel étudiant dès lors qu'on l'a accepté dans l'école, c'est de le conduire dans les meilleures conditions possibles à l'intégration en entreprise au plus haut niveau possible et en fonction de la filière qu'il a choisie.
Alors, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer dans le système éducatif en général, c'est plus compliqué pour moi de vous répondre parce que là, j'entre dans un champ qui n'est pas tout à fait le mien, puisqu'il touche également aux universités. Et je crois que là-dessus, les récentes dispositions légales ont déverrouillé un certain nombre de choses qui permettent d'envisager une plus grande proximité dans l'avenir entre l'université et les entreprises. Et je pense notamment au verrou financier. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est privé qu'on met plus en avant le verrou financier, mais ça fait partie quand même des choses fondamentales dans la gestion des établissements supérieurs privés. On sait bien qu'il y a, par exemple, entre les universités et les grandes écoles américaines, un décalage extraordinaire. Même entre nos grandes écoles et les grandes écoles américaines, on a, je crois, par exemple, si on prend le fonctionnement d'écoles qui sont déjà pas mal dotées en termes de financement par étudiante comme HEC ou l'ESSEC, si vous prenez Harvard, c'est 8 fois plus par étudiant. Donc on est dans des conditions financières qui sont très différentes. Et avec la possibilité qui est donnée aujourd'hui pour les entreprises de participer au financement des institutions éducatives de toute nature, supérieures, privées ou publiques, on est en train d'apporter un bol d'oxygène et une participation plus grande, donc plus de moyens pour ces universités. De même, on va pouvoir faire appel aux dons des particuliers, aux dons privés, et je crois que l'ensemble de nos écoles est aujourd'hui en train de partir vers un défi qui n'est pas seulement le défi liaison école-entreprise ou université-entreprise, mais on a porté ce défi au niveau de l'international, et là-dessus, c'est vrai qu'on a des enjeux qui nous rassemblent, qu'on soit privé ou public, avec les mêmes difficultés, le même champ qui est d'ailleurs très, très passionnant. Merci Fabrice. Je voudrais rebondir et vous poser une question, Richard Descoings, à propos de ce que dit Fabrice à l'instant, avant qu'on ne donne la parole à nos étudiants. Justement, quand vous, Richard, vous faites un peu le diagnostic du système de formation supérieure français, Fabrice évoquait à l'instant les problèmes de financement et puis un peu les problèmes culturels propres, disons, au travers français, qui sont à la fois des richesses d'ailleurs. Quelle part faites-vous entre les deux quand vous faites l'analyse des problèmes? La part de la structuration de notre enseignement supérieur, de notre recherche et la part des mentalités est gigantesque. Parce que vous pouvez toujours mettre plus d'argent dans un domaine, selon l'expression, c'est arroser le sable, il n'est pas sûr que 1000 oasis fleurissent. Notre système, il est tronçonné comme le turbo. Il y a la partie recherche des grands organismes de recherche, donc CNRS, INSERM, INRIA, etc., qui font de l'excellente recherche. La partie université, on fait d'ailleurs de la recherche universitaire, mais sans le faire toujours complètement en harmonie avec la recherche dans les grands organismes de recherche. Et dans ces universités, vous pouvez avoir de très bons professeurs, mais en tout cas dans les premiers cycles, 2 premières années de licence, on préfère mettre ceux qui sont considérés comme les meilleurs bacheliers ailleurs qu'à l'université. Donc on les met dans les classes préparatoires aux grandes écoles et puis après dans les grandes écoles. Donc on a un système français où la recherche n'est pas complètement ou même pas majoritairement dans l'université et où les meilleurs élèves ne sont pas non plus dans l'université. Puis on dit, allez-y, mettez-vous dans la compétition, vous êtes trop nuls, Shanghai, tout ça. Et oui, mais aidez-nous un peu aussi en termes de structuration à nous en sortir. Donc ça, c'est le premier point, on a une vraie difficulté. Les débats sur l'avenir du CNRS ont recommencé, comme ils existaient il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je ne sais pas comment ça va. Donc ce premier point, il est vraiment très important. Qu'il n'y ait pas assez d'argent, oui, bien sûr. Notre pays n'aime pas les universités depuis la Révolution française. La Révolution française a supprimé les universités parce que c'était des corporations, comme elle a supprimé toutes les corporations. Les empires n'ont pas vraiment beaucoup fait pour les universités, lieu de débat, de liberté intellectuelle. Les monarchies non plus, mais les républiques non plus. La Troisième République a fait plein de choses pour l'école. Elle a fait très peu de choses pour l'université. Et ça n'est qu'en 1968, merci 1968,
qu'on a songé et Edgar Faure, qu'on a songé à reconstituer des universités au sens de nos amis allemands, de nos amis britanniques, etc. Et pas de chance, mai 68, par ailleurs, avait fait un tout petit peu peur aux gouvernants. Et donc, entre 68 et 81, grosso modo, le budget des universités n'a pas bougé. C'était l'inflation à 2 chiffres, donc ça a fait très mal. Et il a fallu attendre, en fait, Claude Allègre, c'est pas partisan, mais c'est Claude Allègre, d'abord conseiller de Lionel Jospin, puis ministre, pour qu'on mette de l'argent dans les universités. Mais on a mis de l'argent dans l'immobilier. Donc, dans plein de régions, on a rénové des universités, on a créé de nouvelles universités, etc. Et on va encore le faire. L'État a décidé de vendre des actions EDF pour rénover les campus universitaires qui en ont bien besoin. 3,7 milliards d'euros. Mais on va le mettre dans, je vais dire, dans le béton. On va le mettre dans la rénovation urbaine. J'ai tenté de faire passer l'idée que s'il y a de beaux campus aux États-Unis, c'est parce qu'on fait de la grande recherche et de très bonne formation dans ces universités. Et l'argent pour la rénovation des campus vient. Si on injecte de l'argent, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, seulement dans le béton et pas dans l'intelligence, on en reparlera encore dans 10 ans. Merci Richard. Stéphane voulait ajouter un mot. Oui, le financement il peut venir aussi de l'entreprise, puisque effectivement on parle du modèle américain. Et là, le hiatus est assez curieux, parce que là, je parle en tant que témoin, c'est qu'on monte des chaires, on en a monté une récemment avec HEC, de plus en plus sophistiquée. J'ai essayé avec la Sorbonne, je vous le dis, et on se heurte à quelque chose de tout simple, c'est qu'il y a une sorte de guerre de religion à l'intérieur du conseil de la Sorbonne, ou entre ceux qui pensent que c'est bien, ou on en est encore à savoir si c'est bien ou si c'est mal, que l'entreprise amène de l'argent. Pour l'instant, c'est encore mal. Venez à Sciences Po, j'entends ici. À Sciences Po, on fait des choses. On fait des choses avec Sciences Po. On a des partenariats. Mais en tout cas, là, je vous donne un exemple vécu. C'est que, voilà, on aimerait bien y aller, mais en fait, on nous oppose. Finalement, c'est un peu le diable qui vient chacun dans son monde. Si vous venez, c'est pour propager le capitalisme. On en est encore là. Hein. Je veux dire, je l'ai vécu. C'est pas une image d'Épinal. Donc, même quand on aurait envie d'y aller, c'est quand même compliqué. René Abad voulait ajouter un mot aussi. On prend les questions des étudiants. Oui, deux choses. Sur le financement de l'université et de l'éducation, auquel je ne connais rien, mais je peux en parler quand même. Ça ne suffit pas pour ne pas en parler, c'est sûr. On a, depuis toujours, on dit finalement aux États-Unis, ils ont de l'argent parce que les étudiants payent, etc. Il faudrait qu'en France, on fasse payer les étudiants. Moi, depuis 1 an ou 2, je dis et je répète que les grandes universités, les meilleures universités américaines, un jour, ne feront plus payer leurs étudiants. Et j'ai découvert dans la presse récemment que les Harvard, Stanford, MIT avaient décidé, en fait, de supprimer les droits d'entrée. Ça veut dire quoi? Alors, vous payez si vous gagnez plus si vos parents gagnent plus de 300 000. Oui, ça dépend des revenus. Mais même plus, c'est 300 000 $. Alors, je vais, 100 000, ils sont passés, il y en a une qui dit 150 000. Donc, une guerre une guerre. C'est quoi la guerre? C'est pour essayer d'attirer les talents. Ils ont compris que, ayant construit des marques formidables, ayant obtenu l'appui intelligent, la coopération intelligente avec les entreprises, elles n'ont plus besoin de l'argent des étudiants, et donc elles vont attirer les meilleurs étudiants américains du monde, et ce sont les 10 meilleurs qui font ça. Ce ne sont pas la petite université de province américaine, elle a du mal, parce qu'elle n'a pas justement ces ressources. Les meilleurs ont décidé de se battre sur la ressource. Et c'est un changement stratégique fondamental qui va toucher les universités françaises et anglaises. Les Anglais le font aussi. Enfin, ça, c'est un premier point, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être très, très, très attentif. Ensuite, dans le fossé, etc., moi, j'aimerais parler de coopération, parce que finalement, l'université et les grandes écoles font des choses remarquables. Elles apportent le savoir de base, elles apportent l'intégrité intellectuelle, elles ont des pédagogies, tout le premier. Bon, ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est l'actualisation des connaissances. Ça va tellement vite dans l'entreprise, les technologies vont à une telle vitesse que l'université ne peut pas, et c'est peut-être pas son rôle. Par contre, ce qu'elles devraient faire, je veux dire ensuite ce que devraient faire les entreprises, ce qu'elles devraient faire et qu'elles ne font pas suffisamment,
c'est donner aux étudiants le petit coup de pouce. Vous savez, quand on apprend à un enfant à faire du vélo, bon, on lui donne une bicyclette, on lui dit il va falloir pédaler dans un sens, tu t'appuies sur tes... Puis au dernier moment, discrètement, le papa ou la maman pousse un petit coup et lâche. C'est le coup de pouce. Et puis l'enfant s'élance et puis il s'aperçoit que ça roule. Le coup de pouce donné par l'enseignement pour que les étudiants rentrent dans la vie professionnelle, surtout ceux qui n'ont pas de capital relationnel, comme c'était dit précédemment, dont le papa ou la maman n'a pas de relation d'entreprise, l'université doit donner ce petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce, c'est autoriser les entreprises à venir, faire des forums, etc., des coopérations, pour que les étudiants se sentent aspirés par l'entreprise ou l'administration, peu importe. Bon, donc ça, c'est un point essentiel, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Les entreprises, bon, sont formidables. Brièvement, oui. Brièvement. Brièvement, alors très brièvement. Donc les entreprises font un tas de choses bien. Ce qu'elles font... c'est bon. Non, message passé. Quoi qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur la manière dont elles enseignent à leurs cadres, elles les prennent encore pour des enfants. Elles mettent les cadres dans une salle, et puis il y a un professeur qui donne des cours, elles ont oublié, elles ne savent pas qu'un adulte ne retient que 20% de ce qu'il lit, de ce qu'il entend. Par contre, il retient 80% de ce qu'il fait. Donc il faut quand même changer les méthodes pédagogiques dans les entreprises. Je vois encore trop d'animateurs qui parlent pendant des journées. Taux de rétention 20%, c'est quand même dramatique. Non, le troisième acteur qui est important, au-delà de l'enseignement et de l'entreprise, c'est vous, c'est moi, c'est l'individu qui doit se rendre compte qu'il doit prendre en charge sa propre employabilité. L'emploi à visée finie, là on a dit, on ne reste plus dans l'entreprise toute sa vie, mais surtout on fera tous, on changera de métier, vous changerez de métier au cours de votre vie. Et donc l'employabilité, c'est votre responsabilité. Prenez-en la charge. Et appuyez-vous bien sûr sur l'entreprise, etc. Mais responsabilisez-vous, c'est votre problème. Et si vous ne vous en occupez pas, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile. Merci René Abat. On prend tout de suite les questions des étudiants. Donc ce sont des questions qui ont été préparées par les étudiants de Sciences Po justement, de l'EM Lyon, du CELSA et de l'ESSEC. On vous écoute. Peut-être on pourrait nous apporter un micro. Ça serait bien. Merci mademoiselle. Voilà. Bonjour. 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 Marion Povadel, étudiante à l'ESSEC. Monsieur Abad, vous parliez justement d'employabilité. Aujourd'hui, plus de 15% des jeunes diplômés sont touchés par le chômage. D'un côté, on entend que l'éducation ne prépare pas ou mal au monde de l'entreprise. D'un autre côté, les entreprises sont frileuses et donnent difficilement leur chance aux débutants. Alors, au-delà du fait que ce soit à nous de prendre en charge notre employabilité, selon vous, à qui incombe la responsabilité de ce demi-échec de l'insertion des jeunes ? Question évidemment très importante, très complexe aussi, parce qu'interviennent au-delà même du niveau de formation, de la qualité de la formation, des éléments salariaux, des éléments de fonctionnement du marché du travail qui expliquent ce taux de chômage. C'est vrai qu'on a dans l'Union des 27 l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés. Qui souhaite répondre? Stéphane. Je veux bien commencer. Stéphane connaît bien le sujet, il recrute. C'est vrai que vous avez raison, c'est la continuité du sujet précédent. Vous en faites les frais parce que puisqu'il n'y a pas d'adéquation vraiment claire entre les besoins de l'entreprise et les formations. Les formations sont faites pour vous préparer au monde du travail dans le sens général. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à long terme, c'est bénéfique. À court terme, comme effectivement l'entreprise, l'université n'est pas structurée par rapport aux besoins de l'entreprise, il y a un décalage qualitatif. D'ailleurs, plus qualitatif que quantitatif, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas qu'il y a énormément de postes à pourvoir, y compris pour les débutants, dans les métiers qui ne sont pas valorisés en France. Et les métiers qui ne sont pas valorisés en France, c'est ceux, malheureusement, où il y a encore une fois plus de besoins, et maintenant et dans l'avenir, c'est ceux qui touchent, pour être simple, à la relation client, que ce soit directement dans le commercial ou périphérique commercial. En France, commercial, bon, c'est pas très valorisant d'être commercial. N'empêche que c'est quand même une école de la vie, et ce qui va amener plein d'autres débouchés après en termes de développement professionnel. Donc il n'y a rien contre les débutants, au contraire, il y a beaucoup de jobs qui vont très bien pour les débutants. Il y a simplement, moi je peux vous dire, j'ai beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Mais ce n'est pas effectivement les métiers qu'on vous souffle à l'oreille et que vos professeurs vous soufflent à l'oreille. C'est tout bêtement ça. Donc c'est un problème avant tout d'adéquation qualitative plutôt que quantitative. Donc j'en profite pour dire qu'il y a quand même des solutions, parce que là on noircit beaucoup les choses, ça a beaucoup progressé les dernières années, et on l'a sous-entendu plusieurs fois, mais on arrive en plein dans le sujet quand même du
du parrainage, du partenariat. Une des solutions toutes simples pour revenir à l'individu, c'est de revenir à la relation individuelle. On s'aperçoit que quand on enlève les intermédiaires un peu pesants, quand on a un futur collaborateur avec quelqu'un d'entreprise côte à côte, les choses se débloquent assez facilement. Il y a une relation de coaching, nous qu'on a établi même dans les quartiers difficiles, qui ont du succès. On redonne confiance en soi à la personne, c'est le premier point, et c'est sans doute le plus important, et on décode, on dit qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne une entreprise. Et une fois que la relation individuelle est créée, je peux vous dire que le taux de succès est énorme. Donc il faut aller de l'individu à l'individu, il faut ouvrir ça, et après les choses se décantent. Il y a beaucoup d'expériences, pour y revenir dessus. Ce qu'a fait Sciences Po au niveau en amont, si on continue à le faire au niveau de l'entreprise un peu plus tard, on arrive à une continuité de la relation avec l'individu, et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire souvent, les universitaires sont presque complexés en disant « mais nous, par rapport aux grandes écoles ». Mais on n'en a rien à faire. Moi, je peux vous dire que la personne vienne d'une université, d'une grande école de commerce ou d'ingénieur, de la plupart du temps, surtout pour les métiers où c'est le savoir-être qui fait la différence, n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on vous raconte. Donc, une fois encore, quand on n'a personne en face, c'est ça qui fait la différence. Il faut vraiment vous mettre ça dans le crâne, le reste n'est pas vrai. Merci Stéphane. Patrick de Cambo voulait intervenir, et puis Fabrice Bardèche aussi sur le même sujet. Pour aller exactement dans le même sens, en disant que quand on ajoute à ce que vient d'être dit le facteur démographique qui a été évoqué tout à l'heure, alors moi je suis strictement convaincu que si on veut que la croissance économique au sens large de nos pays continue, on a une employabilité maximale, et donc c'est un problème d'adéquation, je dirais pas à la marge, parce que 15% c'est pas la marge, mais je crois que c'est véritablement des conflits de filières présupposées, et que dans le fond, les entreprises doivent être plus ouvertes. Je vois dans la salle la responsable de notre bureau de Shanghai. Je veux dire que si elle trouve ici des gens, quelle que soit leur formation, mais qui sont ouverts à accompagner des entreprises européennes en Chine et apprendre un peu de mandarin et un peu de comptabilité, il y a du boulot. Hein. Donc, pardon ? Je dis avis aux amateurs. Avis aux amateurs, ben oui, mais c'est passionnant, vous vous rendez compte ? Bon, c'est génial. Donc ça existe. Il y a un besoin. Nous, on considère que nous sommes dans une, entre guillemets, guerre des talents, que pour que Mazars passe le cap des 15 ans qui viennent ou des 20 ans qui viennent, il faut que nous attirions des gens qui soient bons. Les meilleurs, c'est toujours un truc très, très bête. Donc je trouve qu'on est tous bons si on y prend, si on un petit peu, si on fait un peu attention. Donc attire des bons, les rendre mobiles, et ça, cette mobilité, elle n'est pas simplement d'aller faire de l'Erasmus à Madrid parce que c'est drôle. C'est également accepter, et puis parce qu'on a vu le film. Hein, c'était Barcelone. C'était Barcelone. J'ai oublié, c'était les poupées russes. Excusez-moi. Donc ça, mobilité, ouverture. Alors, Europe continentale, pardonnez-moi, ça c'est totalement provoquant, donc je le dis volontiers, zéro sous-emploi. Mais en revanche, si on veut faire uniquement de la paléontologie, etc., ça c'est possible. Mais ça se complique. Fabrice Bardèche. Oui, je crois qu'on ne peut pas simplement globaliser la question du diplôme et de l'accession à l'entreprise. L'entreprise n'échappe pas au milieu économique l'école, l'université n'échappe pas au milieu économique. Il y a des questions d'offres, de loi de l'offre et de la demande. Il y a des diplômes qui sont demandés et on ne trouve pas assez de talent. Ça a été souligné par les différents intervenants. Et puis, il y a des filières qui ne conduisent pas à une employabilité. Tout le monde le sait. Au départ, quand on s'engage là-dedans, on sait qu'on va vers un besoin au bout de recyclage parce qu'il n'y a pas de place. Et ce n'est pas la question du niveau des études. Si je prends par exemple les études de biologie, il y a des gens qui ont des doctorats de biologie, ils sortent avec un doctorat, ils ne trouvent pas de place à leur niveau dans l'entreprise. Et c'est une donnée objective. Et le rôle de l'entreprise n'est pas de prendre si elle n'a pas besoin. Ce sont des personnes qui ont besoin souvent de formations complémentaires, parfois simples, parfois pas très longues, mais ils ont besoin de formations complémentaires. Et je ne parle pas de filière, j'ai pris exprès une filière d'ordre scientifique et technique parce que ça semble plus surprenant, mais si je prends les filières de sciences humaines, la situation est encore plus difficile si on ne
passe pas auparavant par un recyclage dans un autre type d'école. Moi, je peux vous dire que dans les écoles du groupe sioniste, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs ou de technologie, il y a cette question de non-insertion dans l'entreprise n'existe pas. La seule question qui se pose, c'est de savoir quel est le meilleur choix pour moi quand je sors avec mon diplôme, quelle est la meilleure voie, quel est le meilleur type de carrière, quelle est l'entreprise la plus intéressante, est-ce que je vais pouvoir aller à l'international. Enfin, ce sont ces questions-là qui se posent, mais pas une question d'employabilité. Et l'entreprise joue un jeu de partenariat très étroit d'ailleurs avec nous pour essayer d'avoir les meilleurs talents. Je pense qu'en effet, si vous parliez tout à l'heure de cette difficulté qu'il peut y avoir à se faire entendre pour faire entrer l'entreprise à l'université, c'est peut-être encore vrai, ce sera plus vrai très longtemps parce que je dirais que ce sont peut-être des idées un peu anciennes. L'entreprise n'a pas besoin d'aller imposer sa loi aux universités. Ça n'existe que dans les têtes. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra tout à l'heure parce qu'elle est tout à fait fondamentale. Jusqu'où l'entreprise doit entrer à l'université, bien sûr. Auparavant, Stéphane Roussel voulait dire un mot et René Abat également, puis on reprend tout de suite la deuxième question. Encore une fois, on ne recrute pas des diplômes, on recrute des personnes. Donc même si vous avez, c'est même pas erré, parce que si vous avez pris un plaisir à aller vers des sciences, ce qu'on appelle les sciences humaines ou autres, c'est très bien. Simplement, il faut à un moment donné, et si après vous faites un tour du monde, c'est encore mieux. Et si vous revenez après votre tour du monde pour après, je dirais, atterrir, hein, si vous voulez atterrir, vous serez la bienvenue. Et c'est pas un discours des Mao que je vous fais. Dans un CV, quelqu'un qui a fait ce cursus-là et qui a un sens, tout parcours a un sens. Si jamais il est transmis comme ça. Donc encore une fois, c'est pas des filières qui sont des impasses, c'est des personnes qui sont prisonnières des filières. C'est quand même complètement différent. Et encore une fois, on ne recrute pas un diplôme, on recrute une personne. Merci Stéphane. René, un mot bref. Vous m'aviez posé une question, mais mes collègues y ont répondu, je suppose. Ça mène une petite réflexion en ceci. Finalement, je crois qu'il y a une double responsabilité. Moi, je pense que les entreprises sont un peu frileuses à l'égard je ne parle pas pour SFR, Roussel a dit le contraire, un peu frileuses à l'égard des CV un peu non traditionnels, grandes écoles ou Sciences Po, etc. Je pense qu'avec peut-être le réchauffement de la planète, là, elles vont se réchauffer un peu, parce qu'en fait, si vous voulez, leur problème demain, dans 5 ans, je pense que le chômage des jeunes, heureusement, dans 5 ans, on n'en parlera plus. On parlera d'un autre problème, c'est que je pense que les jeunes seront aspirés dans la vie professionnelle peut-être trop tôt, de manière prématurée, avant qu'ils aient construit les bases du savoir. Du fait des problèmes, des évolutions démographiques. Moi, je suis sûr que dans 5 ans, nous retrouvons ici, nous parlerons d'un autre problème que celui du chômage des jeunes. Hein ? On parlera, je ne sais pas, mais on parlera de suremploi des jeunes. Je pense que les jeunes seront tentés, seront attirés par des entreprises qui leur proposeront des jobs opérationnels à 20 ans, parce qu'elles en auront besoin. Et ces jeunes n'auront pas terminé leur formation. Bon, ça c'est un... Donc je pense que les entreprises sont frileuses aujourd'hui et vont se réchauffer. Deuxièmement, l'université. Là, comme j'y connais rien, j'en parle, mais là je reprends les propos de Madame Pécresse qu'elle a énoncés il y a 1 heure, et donc là je suis sûr d'être parfaitement informé. Elle disait à juste titre que l'université continuait de former des spécialistes. Quelqu'un fait une licence de géographie, 80% du temps qu'il passe à l'université, il ou elle étudie de la géographie. Remarquable la géographie. Si vous faites ça en Angleterre, les gens qui étudient la géographie font 50% de leur temps géographie, 20% économie, 20% sociologie, 10% de leur temps économie. C'est ce que je pense l'université devrait faire. Parce que alors, du coup, je rejoins Stéphane Roussel, c'est que le jour où les entreprises verront en face de des candidats qui ont fait un major en géographie, mais qui ont élargi leur domaine, leur vision, et donc ont une formation plus large, eh bien je pense qu'elles les recruteront. Parce que demain, je pense que ce qui fera la valeur d'un cadre ou d'un technicien, ça sera moins son savoir que son savoir-être. C'est-à-dire sa capacité à passer d'une discipline à une autre, à comprendre les hommes et les femmes qui viennent d'autres disciplines, pour qu'ensemble, ils trouvent des solutions aux problèmes qui se posent aux entreprises et à l'humanité. Merci. René Abat. Deuxième question, nos étudiants.
Bonjour, je me présente, Yassir Zieni, étudiant donc dans une école d'ingénieurs qu'on n'a pas citée, l'AgroParisTech. Pardonnez-moi. Pas de problème. Et donc moi je voulais donc parler, donc justement on est dans un débat qui allie éducation et entreprise, et donc le meilleur lien c'est bien sûr le stage. Et donc ma question donc s'adresse à vous tous. Le stage demeure la voie idéale pour s'intéresser et intégrer le monde de l'entreprise, mais pourtant il reste très peu valorisé. Et donc, quels sont selon vous les moyens que l'on peut mettre en place pour rendre justement l'éducation plus proche des besoins de l'entreprise? Merci monsieur. La question des stages, qui a effectivement été une question d'actualité, qui l'est toujours, hein. On a eu des manifestations de stagiaires, des mouvements qui demandaient la reconnaissance, etc., qui se plaignaient d'ailleurs d'un certain nombre d'abus de la part des entreprises, hein, qui ont quelquefois recours à une main-d'œuvre qualifiée, sous-payée ainsi. Qui souhaite répondre sur cet élément? Stéphane, peut-être, quelle pratique de stage vous avez à SFR? Comment ça se passe? Quelle politique avez-vous? Est-ce que vous voyez ça comme précisément un point d'entrée dans l'entreprise, un tremplin pour l'individu qui le saisit et qui après peut s'intégrer plus facilement? Comment ça marche chez vous? Oui, alors, encore une fois, le débat du stage est très français, parce que c'est une évidence. C'est un des moyens de passage. C'est typiquement le moment où on est encore dans les études, on commence dans la vie professionnelle. Donc s'il pose problème, c'est qu'il est fortement connoté en France. Et on le dit tout de suite, et on parle des excès. Effectivement, il y en a des excès, mais c'est quand même, je ne sais pas dire si c'est 5-10%, mais on va parler des trains qui arrivent à l'heure. Et la plupart du temps, effectivement, c'est le moment de la découverte. C'est le moment de la découverte. Encore une fois, pas tellement technique, mais des codes culturels du monde du travail. Et la manière dont on va réussir, entre guillemets, ou prendre plaisir dans le monde du travail, ne ressemble pas beaucoup, finalement, à ce qui est vrai dans les écoles. Ça ressemble plus à la vie réelle, d'ailleurs, à la vie en dehors. Si vous avez une vie associative en dehors, ça ressemble plus au monde du travail. Donc ça va être la manière de découvrir. Du côté de l'entreprise, on a tout intérêt à le proposer, et pas pour avoir de la main-d'œuvre moins chère. Enfin bon, si c'est vrai à la marge, et je me sens pas solidaire de ça, mais c'est une manière c'est une manière pour vous de vous essayer, et non pas pour l'entreprise de vous essayer, c'est pas ce que je veux dire, mais vous de tâter un peu le terrain. Et je pense que ça va devenir un faux problème avec tous les enjeux dont on a parlé, avec la guerre des talents. Vous allez avoir le choix, à mon avis, et encore une fois, s'il y a un problème, c'est plus la connexion qu'il va y avoir entre l'entreprise et ceux qui organisent les stages. Et c'est pas, encore une fois, un problème entre le stagiaire et l'entreprise. Richard, sur cette question des stages. Patrick, après. Je serais très nuancé sur la question des stages parce que je crois, comme certains l'ont déjà très bien dit, il ne faut pas confondre le métier des universités et des grandes écoles et le métier des entreprises. Aucune grande école, aucune université ne parviendra à donner le type de savoir-faire professionnel, de technique professionnelle, qui ne peut s'acquérir qu'à l'intérieur des entreprises sur le terrain. Et le stage, c'est justement le moment où, pendant les études, on s'approche le plus de cette transmission-là que les entreprises vont faire. Et le stage, c'est le moment aussi, pour les entreprises, d'évaluer du potentiel, d'évaluer du savoir-être, et donc, le cas échéant, de proposer de l'emploi à la sortie du stage. Mais dès lors que, justement, c'est un pont entre deux métiers, entre deux moments de la vie, pour ma part, je pense que il faut que l'université et les grandes écoles se concentrent à titre majoritaire sur les formations intellectuelles fondamentales, qu'on aura peu le temps de poursuivre pendant une vie professionnelle qui peut être tout de suite très intense, que donc les stages doivent venir relativement tard, plutôt au niveau du master qu'avant, et être bien conçus comme cette voie d'entrée dans les entreprises. Mais je serais inquiet que les stages soient considérés par les universités ou les grandes écoles comme venant en substitution de cette mission fondamentale que l'entreprise, de son côté, ne peut pas, et dont ce n'est pas l'objet social de le remplir. Patrick. Très simplement, je pense qu'effectivement, le stage à la française a été une manière de réconcilier, enfin, de pousser vers l'entreprise dans le cadre que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire celui où les diplômés d'enseignement supérieur avaient parfois du mal à trouver du travail. Donc ça, je crois que ça va se résoudre avec le temps. Il y a des choses positives dans le stage, à la condition fondamentale que l'entreprise traite son stagiaire comme un collaborateur comme les autres.
C'est-à-dire que je crois que c'est la règle du jeu fondamentale. Il y a 1000 personnes par an qui rentrent chez nous, probablement un bon tiers de stagiaires. Sur ce tiers de stagiaires, j'espère qu'on ne fait pas trop de différence. Je pense que l'esprit, c'est de ne pas faire de différence. Et ces stagiaires reviennent à quoi? Moitié à peu près après. Donc ça, c'est pari gagnant, mais à condition que ce ne soit pas un substitut, comme disait Richard, un substitut à une université défaillante. Ce n'est pas ça l'objet. On observait en privé qu'effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de stages, il y a des jobs d'été. Il n'y a pas de stage. Donc, enfin, moins, ou beaucoup moins. Donc ça veut dire que notre particularisme culturel, il faut peut-être en garder des aspects très positifs, mais il faut en voir les limites aussi. Merci. On va prendre une troisième question des étudiants et après, on ouvre le débat à la salle. Alors. Bonjour, Denis Grippon, étudiant à Sciences Po Paris. Je suis également diplômé de cette maison, enfin de la Sorbonne, où j'ai effectué un stage en Erasmus à Madrid. Je voulais me... Racontez-nous un peu. C'était bien et on y apprend des choses. On y rencontre des gens intéressants. Bon, c'est vrai qu'il y a une vie nocturne assez riche, mais bon, ça fait partie aussi des choses qu'on doit apprendre dans la vie, j'imagine. C'est assez enrichissant en tout cas. Processus d'apprentissage classique, voilà. Alors je voulais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit par par vous tous, tout simplement, et me tourner vers monsieur Bardèche en particulier, puisqu'il représente tout de même un groupe d'enseignement qui consiste dont l'objectif est d'adapter la formation aux besoins de l'entreprise. Et par rapport à ça, je voulais savoir en fait comment s'organisait votre cursus, notamment pour ce qui concerne les stages, et à quel point votre cursus, impliquait des échanges avec l'entreprise, des échanges concrets sur le terrain, et dans quelle mesure également des intervenants venant des entreprises pouvaient intervenir dans la formation de vos étudiants dans vos locaux. Voilà. Merci. Merci. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs écoles, plusieurs types d'écoles, donc il y a plusieurs types de cursus, mais c'est vrai que quelle que soit l'école considérée, nous avons des stages à plusieurs niveaux des études. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question des stages, là aussi c'est difficile de globaliser pour dire c'est plus ou moins valorisé, parce que quand vous avez un jeune qui est en 3e année de supérieur, qui va faire son premier stage, il va beaucoup plus apprendre de l'entreprise que il ne va apporter à l'entreprise. Et ça fait partie du rôle de l'entreprise, de lui apporter les codes de l'entreprise, la façon de travailler, les méthodes de travail, le travail en groupe, le travail en équipe, toutes sortes de choses qu'il a besoin d'apprendre. Savez-vous par exemple qu'en Chine, on paye pour faire un stage. On paye l'entreprise. Donc la question n'est pas de savoir si l'entreprise va vous payer et combien elle va vous payer, c'est qu'on paye pour y aller. Alors, il y a quand même une raison à ça, c'est que l'enseignement supérieur en Chine est quand même très théorique, et que donc plus théorique que chez nous. Et donc les aspects pratiques, on les apprend réellement en entreprise, donc l'entreprise a un rôle de formateur encore plus avéré que chez nous. Donc c'est pour dire que ces questions-là, elles sont très relatives, et je pense que là-dessus, les réponses ont été apportées. L'entreprise, elle est présente à tous les niveaux. Elle est présente dans la mesure où, que ce soit en école de commerce ou en école d'ingénieur, c'est elle qui va nous fournir un certain nombre de sujets de travail collectif. Ça s'appelle des projets en école d'ingénieur ou en école technologique, ça s'appelle des études de cas en école de commerce, mais c'est l'entreprise qui va nous fournir des sujets qui sont complètement reliés au réel. L'apprentissage en équipe, qui est une des notions fondamentales de l'entreprise, c'est quelque chose qui commence dès le début de la formation. Le travail individuel, il existe, mais on apprend très vite aux jeunes qu'on est beaucoup plus productif à plusieurs que tout seul. Les enseignements au niveau notamment du cycle master, c'est-à-dire des 2 dernières années, sont des enseignements où les professionnels sont présents à, je dirais, 80-90%. Il y a les permanents de l'école qui déterminent les enseignements, qui les pilotent et qui vont encadrer tout ce qui est projet et tout ce qui est réalisation, mais avec les professionnels de l'entreprise. Et plus vous allez avancer dans le cursus, et plus les stages vont être élevés en termes de durée et en termes de responsabilité, de façon à ce qu'il y ait une espèce de glissement naturel en fin de parcours scolaire par rapport à l'entreprise.
Merci Fabrice. Je voudrais profiter de la question de monsieur pour prolonger avec Richard Descoings. Jusqu'où l'entreprise doit-elle entrer dans l'université ou dans les grandes écoles, les filières d'excellence? Vous disiez tout à l'heure, dans votre précédente intervention, attention, c'est deux métiers différents et justement, la responsabilité de l'enseignement supérieur, c'est de fournir un bagage culturel qu'on n'aura pas le temps ni l'occasion d'acquérir après. Où est la limite, au fond, pour vous, qui ambitionnez en même temps d'avoir un taux de placement de vos étudiants très élevé et d'être en prise avec le monde réel? Je crois que la différence elle est assez simple à dire. La plupart des entreprises sont court-termistes, la plupart des universités sont long-termistes sur des marchés. La préoccupation d'une entreprise, elle peut être au trimestre, elle peut être au semestre, elle peut être à l'année. Les entreprises qui font le plus de prospective, quand elles se projettent à 5 ans, font déjà un effort très très considérable. 5 ans, c'est le temps de mener un bachelier ou une bachelière au master et de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la pertinence de ce qu'on enseigne. Donc voilà, c'est un premier élément de distinction. Quand je vais un peu énerver mes professeurs, je leur dis que la seule industrie avec laquelle on ait vraiment des liens très proches, c'est l'industrie d'armement. Le temps de retour sur investissement est très long et j'espère qu'à Sciences Po, on ne fabrique pas trop de rafales, parce que sinon c'est très embêtant. Mais donc ça, c'est une différence qui est centrale et qui fait qu'on n'a pas les mêmes intérêts immédiats. Deuxièmement, on l'a dit, notre enseignement supérieur est largement financé par le contribuable. Il ne l'est pas à la hauteur des besoins que fait naître la compétition internationale. Donc c'est là que les entreprises, comme les personnes, peuvent participer de notre financement. Puis il faut maintenant être un peu concret. Les entreprises sont nos principaux clients. Si nos diplômés ne trouvent pas d'emploi, si leur personnalité ne les conduisent pas à être recrutés, nous n'avons pas fait notre métier, ni au moment où nous avons recruté nos élèves ou nos étudiants, ni dans la façon de les former. Donc ça, c'est un élément très central. Ce que pensent les entreprises des jeunes gens qui nous quittent et qui vont chercher un emploi, c'est central. Si on ne s'y intéresse pas, on ne fait pas bien son métier. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup de cadres d'entreprises qui peuvent enseigner, et pas simplement dans les écoles ou à Sciences Po. C'est moins fréquent dans les universités, mais enfin, prenez Dauphine, c'est une université qui fait beaucoup appel aux professeurs associés qui viennent du secteur privé. Donc pour l'enseignement, les entreprises peuvent nous aider aussi. Puis un troisième élément, c'est que pour celles des entreprises qui font le plus de la veille stratégique sur l'évolution de l'emploi, elles peuvent nous aider à prendre à temps les mesures de réorientation des grands cursus. On l'a dit tout à l'heure, le problème au moment de l'arrivée sur le marché du travail, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème d'adéquation entre ce que l'on sait faire et ce dont ont besoin les entreprises. La veille des entreprises, si elle est partagée avec les universités, avec les écoles, c'est central pour l'avenir de nos étudiants. Merci. Un mot de Stéphane Roussel et puis on ouvre le débat à la salle. Non, un mot après de Patrick. Mot bref, s'il vous plaît, l'un et l'autre, parce que les questions de la salle nous attendent. Alors, très rapidement, juste 3 exemples pour répondre à la question que vous donnez sur finalement jusqu'où doit aller l'entreprise. Je vais commencer par le plus simple, c'est les partenariats qu'on fait, par exemple avec HEC, qui est assez classique, de dire, bah voilà, d'un côté il y a des étudiants qui vont pouvoir travailler à partir d'un cas réel qui est fourni par l'entreprise. Alors le côté original qu'on a fait, c'est que c'est dû peut-être à notre activité où les jeunes font notre marché. En fait, ils travaillent sur le cas réel actuel des SFR et puis il y a un échange des deux côtés. Il n'y a pas ceux qui savent d'un côté et ceux qui apprennent de l'autre. Donc ça, c'est une forme un peu originale. Donc là, je trouve que c'est très sain qu'une entreprise vienne apporter la réalité et de l'autre côté, permettre aux étudiants de s'exercer par rapport à cette réalité. Vous avez un autre type de partenariat qui est un peu plus sophistiqué, ça revient au sujet de la diversité, c'est de donner la chance, même si je ne crois pas à discrimination de résultats, mais de moyens par contre, c'est de tendre la main à ceux qui ont moins eu la chance. Donc on fait quelque chose avec des jeunes des quartiers difficiles qui sont arrivés à un niveau bac et qui n'osent pas aller jusqu'à une école d'ingénieur. Et bien là, on leur fournit des tuteurs de l'entreprise. C'est une autre manière d'aller dans ce partenariat.
et des tuteurs d'SFR qui accompagnent ces jeunes pour leur donner confiance jusque leurs études et leur emploi, pas forcément chez nous. Puis un troisième exemple, parce qu'on parle beaucoup d'études supérieures, vous savez qu'il y a quelque chose de bien en France, maintenant, c'est les découvertes à la classe de 3e, quoi. Dès le collège. Et là, par contre, moi, je serais beaucoup plus dur à la place du ministère de l'Éducation. Nous, on va tenter une expérience, c'est que c'est là que se font les inégalités. C'est-à-dire que dès la 3e, bah, les fils de DRH, ils vont avoir un très beau stage. Hein. Quand vous êtes dans le quartier, et bah, que votre père est au chômage, si vous allez dans le commerce du bout du coin pour apprendre ce que c'est un petit commerce et ramasser les cartons, c'est pas mal, j'exagère à peine. Donc déjà, il y a discrimination. Donc là, nous, on va faire une expérience, on va garder des stages de découverte de 3e dans les boutiques pour ces gens-là. Bon, je ne veux pas m'ériger en modèle, c'est juste dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font comme nous. On va dans le bon sens, mais pour répondre de manière pragmatique à la question, on a quand même le droit d'aller aider les jeunes le plus tôt possible pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Patrick Decambeau. Non, dans les 20% que j'ai retenus de ce qu'a dit Richard, je voulais simplement, il y a quelque chose qui me conduisait à rebondir. Je crois qu'il ne faut pas opposer entreprise court-termiste et université long-termiste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, vous, quand vous êtes directeur de Sciences Po, vous pensez à long terme. Vous travaillez à long terme, vous construisez une entreprise à long terme. Donc je suis convaincu que vous ne réagissez pas au trimestre. Et nous non plus. Et ça, c'est l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, on la décrit comme un être moral. Alors, moral, c'est désincarné, c'est pas nous, c'est l'autre collectif. Non, c'est pas ça. L'entreprise, moi, je me sens Mazar. Je sais que dans la pièce, il y a des gens qui se sentent Mazar, qui l'ont vécu depuis toujours. Eh bien, vous posséderez, quand vous rentrerez dans l'entreprise, il faut que vous la possédiez. C'est votre esprit d'entreprise. Parce que, dans le fond, nous, on va la transmettre, cette entreprise. Alors, le capitalisme intervient dans certains cas. Dans notre cas, ce n'est pas le cas, c'est une entreprise professionnelle. Donc, nous, on cherche nos successeurs. Oui, il y a des différences d'entreprises. Oui, ce que vous dites, oui, Mazar. oui. Bon, c'est pas Oui, une mais alors, entreprise attendez. cotée. Oui, mais une entreprise cotée, elle est quand même soumise oui, mais à une François, pression du court qu'est-ce terme. qui empêche le gars qui n'est pas content dans une entreprise cotée parce que le capitalisme lui déplaît, dans cette entreprise-là, de dire, moi, ça me casse les pieds, il y a 600 000 entreprises qui sont, après le pipi boom, à passer le relais, allons-y. Soyez entrepreneur vous-même. Et si on apprend dans l'université cet aspect-là de la chose, on réconcilie le court terme et le long terme. Pardonnez-moi. Merci Patrick. On va prendre les questions de la salle. Alors pardonnez-moi parce que j'ai en face de moi des lumières assez violentes. Je vois un monsieur qui lève le bras vigoureusement et même malgré les spots, je le vois. Donc je voudrais qu'on lui transmette un micro. Bonjour messieurs, donc Alexis Baron, j'ai une licence à l'université Dauphine et je viens de finir le SC Rouen. Vous parliez justement des stages, je pense que c'est vraiment une étape incontournable pour un étudiant. J'ai fait 3 stages et c'est ce qui m'a permis vraiment maintenant d'avoir été engagé dans une banque. Et vous parliez, monsieur Roussel, justement qu'on n'engage pas des diplômes et des personnalités ou des personnes. Je pense que c'est un peu faux de nos jours, parce que toutes les grandes entreprises vont dans les grandes écoles aller rechercher finalement les plus grosses élites de la France, et sans justement parler de toutes les voies qui peuvent être les sciences humaines, etc. Alors que pour une expérience, donc l'année dernière, j'ai travaillé chez Deutsche Bank à Londres. Il se trouve que mon boss, il avait un doctorat de philosophie, et ça ne l'empêche pas d'être senior banker. Donc voilà, et je ne sais pas si justement les entreprises en France se tournent vers toutes ces personnalités. Et voilà, et si la surspécialisation en France n'est pas vraiment une erreur au modèle universitaire français. Voilà. Il n'a pas tort, notre ami, là, quand même. Oui, hein oui il n'a pas tort, il a même raison. Vous avez raison en même temps. Je vais vous dire comment ça se passe réellement encore une fois, quand on recrute des postes, j'insiste dessus, proches du client. Mettez-vous 2 secondes à la place de l'entreprise, qui vont chercher, ça va être, je prends l'exemple du commercial, c'est le plus simple. Il va chercher un commercial qui va réussir à vendre. Ça, c'est pas le diplôme qui va dire si vous êtes un bon commercial. Franchement, que vous ayez fait HEC ou DEA de géologie, HEC, on n'apprend pas à vendre, on apprend le marketing, on n'apprend pas l'acte physique commercial. Donc qu'est-ce qu'on fait? La plupart des entreprises font des exercices de simulation, c'est-à-dire qu'elles ont un panel de candidats et elles regardent celui qui a priori va mieux se débrouiller dans la relation commerciale. Et on va essayer de deviner celui qui a le plus de potentiel d'évolution. Alors évidemment, le fait d'avoir fait une grande école, c'est pas un moins, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça élimine pas les autres CV, c'est ça que je veux dire. Ôtez-vous ça de votre tête. Alors maintenant,
j'ai conscience que c'est un témoignage que je vous donne, ce n'est pas une généralité. Il y a beaucoup d'entreprises encore en France qui raisonnent par rapport à ça, et je ne dis pas le contraire, mais je veux juste insister sur le fait que c'est de moins en moins vrai, et c'est pas vrai pour les postes, encore une fois, où le savoir-être, comme on l'a dit souvent, fait la différence. C'est ça que je vais illustrer, bien que ce que vous dites est tout à fait vrai. Richard. Deux observations. La première, c'est que le docteur en philosophie britannique, il n'a pas commencé à faire exclusivement des études de philosophie en première année post-secondaire. Il a fait plein d'autres choses. Et parfois, si les docteurs en sciences humaines et sociales ont du mal à être recrutés, c'est qu'ils sont très déphasés par rapport au rythme de l'entreprise, par rapport au type d'exigence de l'entreprise. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'hostilité de principe à la formation par les sciences humaines et sociales, il n'y a pas d'hostilité de principe par rapport au doctorat, mais arrive un moment où il faut bien quand même que les deux se rejoignent. Est-ce que les entreprises tiennent compte du diplôme? Oui, bien sûr. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Oui, bien sûr, pour retenir le CV. Mais je peux vous dire que ceux de mes diplômés qui râlent contre Sciences Po, parce qu'il y a trop d'élèves à Sciences Po et trop de diplômés qui ne trouvent pas de travail, c'est pas parce que les entreprises sont frileuses, c'est parce qu'ils ont des caractères qu'on n'a pas du tout envie de recruter dans les entreprises. Non mais c'est extraordinaire. Je vous assure que quand on dit c'est pas un diplôme qu'on recrute, c'est une personne. Moi, je suis employeur de 750 salariés. Et 350 cadres, évidemment jeunes cadres. Mais leur personnalité importe beaucoup plus une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de certification. Mais donc ça, c'est absolument essentiel pour tous ceux qui sont en train de faire des études, qui songent à entreprendre des études supérieures, ou qui songent à entrer sur le marché du travail. Vous serez jugé sur qui vous êtes, et tant mieux. Et le diplôme n'est pas un droit à l'emploi. Merci. Oui, c'était vous que j'avais vu, en fait, juste derrière, monsieur qui est au dernier rang, je crois. Merci. Bonjour, Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Je n'ai pas spécifiquement de questions à poser, mais plutôt une remarque pour éventuellement faire réagir. Une remarque brève, s'il vous plaît. Donc très concrètement, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui nous parlons du pari de la transmission. Qui dit pari de la transmission et éducation entreprise, je tiens à vous dire qu'il existe des expériences qui fonctionnent et qui fonctionnent bien dans le cadre des universités, en l'occurrence des universités toulousaines. Mais cela m'amène à préciser une remarque, c'est que lorsque nous, à Toulouse et ailleurs, nous engageons auprès des entreprises, nous cherchons à créer une dynamique de réseau que nous arrivons à faire certainement avec nettement moins de bonheur que les grandes écoles ici présentes avec les étudiants, puisque nous n'avons pas pu capitaliser l'expérience qu'eux ont capitalisée. En même temps que nous le faisons parce que nous pensons que nous devons nous engager auprès des étudiants et qu'il en va de notre responsabilité que de les accompagner également vers l'entreprise et de faire en sorte à ce qu'ils aient un taux d'employabilité qui tienne la route. En même temps que nous faisons ça, sur un plan de notre carrière, c'est une véritable hérésie, puisque moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je ne vais être valorisé dans ma carrière, si on peut appeler ça une valorisation, qu'à travers les publications scientifiques que je vais faire pour permettre à mon laboratoire de se pérenniser. Donc ce que je fais, je le fais uniquement avec d'autres par rapport à la conscience que j'ai de l'engagement que je dois avoir auprès de mes étudiants. Et ça, c'est un problème, je pense, majeur pour faire également évoluer l'université. C'est un premier point. Et un ultime point. Depuis 24 heures que je suis ici, j'ai la chance d'être passif et d'observer les gens. Et je vois un marqueur qui transpire un peu dans toutes les assemblées que je vois. C'est que je vois énormément de gens aux tribunes qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas des universitaires, alors que la trame, la plupart du temps, est de parler de l'université, ce qui tend un peu à témoigner que les élites ne sont pas universitaires. Autant tant que les échantillons que nous avons depuis 24 heures retranscrivent des élites. Pardonnez-moi, monsieur, ce n'est pas tout à fait vrai pour ce panel-là. Vous avez quand même quelqu'un qui, sans être de l'université, représente le monde de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, chacun d'entre nos 5 intervenants ont été des étudiants du supérieur, et à ce titre-là, bon, ils ont aussi une expérience et une légitimité. Cela étant, votre témoignage était très intéressant. Peut-être Richard Descoings veut réagir. Oui, il tient à réagir. Sur le premier point qui est central, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de rémunération
des maîtres de conférences et des professeurs des universités, notre système d'avancement dans ces deux corps n'incite en rien les maîtres de conférences et les professeurs à s'occuper de leurs étudiants. Ça, c'est totalement exact. Ça corrobore vraiment votre expérience. C'est un sujet dont je ne sais pas si on réussira à entamer le début du bout d'une réforme dans les temps qui viennent et qui pourtant urgentissime. Merci. Peut-être encore une question au fond. Je vous fais toute confiance. Je suis désolé, je vais faire toute confiance à l'hôtesse et qu'elle donne le micro aux mains qui se lèvent parce que vraiment je ne vois rien. Merci à l'hôtesse. On vous écoute. Donc, à Philharmonie de l'association Ziva. Donc, juste quelques petites remarques. Nous sommes sur Nanterre, donc à quelques pas du quartier de la Défense, où il y a une grande tour qui s'appelle SFR. Donc, où voulez-vous en venir exactement? Voilà, donc on a fait une expérience l'an dernier. Moi, je vais me lever pour tous ceux qui ne me voient pas. Voilà, merci d'être relativement bref, monsieur, parce qu'il y a plusieurs questions. Parce qu'effectivement, il y a un discours sur l'égalité des chances, et puis après, il y a la pratique. On a fait l'expérience l'année dernière de tenter auprès des grands groupes du CAC 40 qui sont situés dans le quartier d'affaires de la Défense, de tenter d'introduire des jeunes du quartier pour des stages de 3e ou pour des jobs d'été. Donc, l'un des groupes, dont SFR, la DRH, me dit faut être enfant du personnel ou on ne prend pas des stages d'une semaine. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, après, il y a un processus de recrutement dont vous n'y êtes pour rien, monsieur le PDG, mais après, il faut aussi expliquer que les ressources humaines, elles se trouvent aussi dans les quartiers et que dans le discours, il faut passer à la réalité. Et deuxième petit point, parce que je ne vais pas m'attarder, sur la taxe d'apprentissage, il y a effectivement, vous collectez beaucoup d'argent, les grandes écoles en tout cas. Est-ce qu'il est possible aussi d'imaginer que les grandes écoles reversent dans les quartiers pour qu'on puisse apprendre aussi aux plus jeunes l'expérience de l'entreprise et l'envie de donner envie? Voilà. Merci, monsieur. Non, je vais vous répondre. Deux questions, donc. Voilà. Il y a deux choses différentes. Il y a les jobs d'été et il y a les stages. Donc c'est intéressant, votre remarque. Les jobs d'été, c'est au mois de juillet, les enfants sont en vacances et ils veulent un petit peu arrondir leur fin de mois pour partir au mois d'août. Effectivement, comme il y a de grosses demandes, on le réserve aux collaborateurs. Ce n'est pas des stages qualifiants, c'est des stages pour gagner de l'argent. Ils ne font pas des boulots d'ailleurs très intéressants. Bon. Il y a autre chose, ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les stages. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça, j'ai donné par exemple les stages découvertes pour les 3e. Et là, je vous répète que si vous aviez demandé ça, au contraire, on vous permet et on laisse des places libres. Mais là, c'est en magasin. C'est-à-dire qu'on va apprendre quelque chose, c'est la relation client. Donc c'est intéressant votre remarque pour que je rebondisse là-dessus. Ne mélangeons pas le côté été et le côté stage. Merci. L'autre question était intéressante aussi, au fond, sur la concentration des ressources sur les grandes écoles et les étudiants d'élite. Je crois que, je cite le chiffre de mémoire, Enjeux les Échos avait fait un dossier l'année dernière sur le monde du supérieur, 30% des ressources sont concentrées sur 1% des élèves. Comment vous voyez ça à Sciences Po, vous, Richard Descoings, qui avez justement essayé de décloisonner un peu le système et d'inventer des filières pour diversifier votre recrutement? Alors, moi, je vais répondre à la question, mais il faut qu'on soit d'accord. Enfin, en tout cas, je vous présente la façon dont on compte. Premièrement, il faut prendre le budget global de tout le monde, c'est-à-dire la masse salariale des maîtres de conférences et des professeurs des universités à l'université, des personnels administratifs. Il faut prendre l'immobilier, il faut prendre les locations, etc., pour savoir effectivement combien un élève coûte. Un élève de Sciences Po, si on prend la totalité du budget de Sciences Po et qu'on divise par les 7500 élèves de Sciences Po, ce qui veut dire qu'on met la recherche dedans, hein, qu'on met la bibliothèque, etc. Ça coûte 16 500 € par an, dont 10 000 est à la charge de l'État. Ce qui vous dit l'importance des ressources dites propres qu'il nous faut récupérer pour pouvoir compléter ce que coûte un élève de Sciences Po dans la réalité. Et ça vient des activités de formation continue, ça vient de la taxe d'apprentissage, ça vient des droits de scolarité, il faut le dire les choses. Hein. On réussit parce que notamment nos élèves les plus riches payent des droits de scolarité qui peuvent aller jusqu'à 5 100 €. Mais pour payer 5 100 €, il faut gagner, pour une famille qui a 2 parents qui vivent ensemble et 2 enfants, plus de 130 000 € nets déclarés par an. Alors,
À ces familles-là, je leur demande effectivement 5 000 € pour participer au financement des 16 000 € que coûte une année de formation de nos élèves. Alors, la concentration, elle porte sur quoi? Pas sur la masse salariale des professeurs et des maîtres de conférences des universités, qui sont massivement dans les universités, qui sont d'ailleurs massivement mal payés. Pourquoi c'est important qu'ils soient mal payés? D'abord pour eux, mais pourquoi c'est important pour un pays? C'est parce que quand vous êtes mal payé et que vous avez quand même envie d'avoir un train de vie convenable, vous multipliez les activités à côté pour avoir des ressources à côté. Et quand vous multipliez les activités à côté, quand c'est possible bien sûr, eh bien vous avez de moins en moins de temps à consacrer et à l'encadrement des étudiants et à la recherche. Et on est dans un pays où, à force de ne pas investir dans ceux qui produisent de la connaissance et dans ceux qui transmettent de la connaissance, on a des gens qui sont peu dans l'université. C'est très variable d'une université à l'autre, d'une discipline à l'autre et d'une passion à l'autre, mais c'est une réalité. Un jeune professeur, ça a 35-40 ans et ça gagne 3 200 € par mois. Un vieux professeur, à 65 ans, va gagner moins de 6 000 €. C'est doublement fou, c'est en proportion relative. Après 12 ans d'études, après 10 ans de vie professionnelle, c'est quand même pas beaucoup pour commencer. Et en plus, le maximum qu'on peut gagner, c'est juste le double à la fin du maximum qu'on va gagner au début. C'est quand même moyen incitatif. Je referme là-dessus, mais c'est très important pour comprendre pourquoi d'un côté, les grandes écoles disent, mais enfin, il ne faut pas exagérer, si vous intégrez la masse salariale, il n'y a pas cette différence-là. Mais du côté des universités, on va aller regarder par exemple ce qu'il y a à Sciences Po, c'est-à-dire des crédits libres, de l'argent à disposition et un encadrement administratif qui est sans commune mesure avec l'université. Donc ce sont ces différences-là qui sont très, très loin. Donc, est-ce qu'on réussit mieux quand on a beaucoup d'universitaires ou est-ce qu'on réussit mieux quand on a peut-être moins d'universitaires mais des moyens d'encadrement des étudiants? C'est toute la question. Je fais un petit calcul simple, on a délivré 110 000 heures d'enseignement à Sciences Po en 2007. S'il avait fallu demander exclusivement à des professeurs des universités d'assurer ces 110 000 heures d'enseignement, il aurait fallu que l'État crée 750 emplois nets de professeurs des universités en plus à Sciences Po, et ça lui aurait coûté 40 millions de plus. Donc ces questions de comparaison, elles ont du sens parce qu'il y a des vraies inégalités entre grandes écoles et universités, à l'intérieur des grandes écoles et à l'intérieur des universités, mais généralement le débat est très biaisé parce qu'on ne prend pas en considération la totalité des dépenses et la totalité des ressources. Merci pour ces explications. On va prendre une autre question. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Justement, moi-même, j'ai fait une école de commerce et après, j'ai des diplômes universitaires. Et le reproche qu'on nous faisait en école de commerce, contrairement à l'Allemagne, c'est que les stages, il y a le stage ouvrier, après il y a des stages assistants et après un stage plus important. Et que contrairement aux Allemands, ils commencent en bas, ils montent petit à petit, ils comprennent mieux les entreprises et que nous, en sortant des écoles, automatiquement, il y a un manque de pragmatisme. Et justement, je voulais savoir quel est votre avis, parce que hier, je suis allée au débat avec le recteur de Créteil et il y avait Microsoft aussi qui était là et qui a un travail éducatif apparemment en ce moment. Et il pensait que justement, comme disait M. Roussel, que c'était bien de commencer tout comme dans les classes de 3e, les stages, parce que souvent, les enfants, ce que disait M. Pitt aussi, le président d'une université, qu'il y a des gens, ils arrivent en université, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire en première année, et ils sont vraiment performants qu'en master, et que justement, ce serait bien de les mettre plutôt peut-être une semaine ou 2 jours dans la vie réelle d'une entreprise pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, quoi. Donc faut-il commencer les contacts avec l'entreprise tôt ou tard dans la formation? Alors tôt, moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire tôt, c'est la découverte, hein. C'est pas... c'est différent encore, hein. Je suis d'accord aussi avec Richard Descoings sur ces deux aspects. La découverte, plutôt, c'est le mieux, hein. C'est voilà, les points de repère de ce que c'est qu'un client, de comment marche une entreprise. Et là encore, l'expérience de 3e est intéressante. Il n'y a pas si longtemps qu'il y a cette semaine réservée. Et il y a beaucoup d'initiatives, vous en avez cité quelques-unes. Nous, on s'est mis avec un groupe d'entreprises pour proposer des cas aux professeurs qui peuvent expliquer. Pour nous, c'est comment on construit un téléphone mobile, comment on le vend, et que les
gamins de 3e peuvent s'apercevoir en classe comment ça fonctionne et le découvrir dans chacune des entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent, et moi je dis que c'est bien heureux de commencer le plus tôt possible ce type d'approche. Ouais. Fabrice, quelques mots sur le sujet. René Abat aussi. Oui, en ce qui concerne l'école, je pense que ça n'est pas le lieu où peut s'exprimer le mieux l'entreprise. Je trouve très bien en effet qu'il y ait des stages au niveau de la 3e année, des stages de sensibilisation. C'est une première approche, mais je crois que l'entreprise ne pourra jamais aller tellement au-delà, parce que de toute façon, les discours que l'entreprise a à tenir à des gens si jeunes sont à peu près inaudibles. Donc on peut faire ce qu'on veut, vous allez tomber sur des jeunes qui de toute façon n'ont pas tellement déjà l'idée de ce qu'ils vont faire. C'est pas d'entendre un professionnel qui va réellement modifier leur approche. Par contre, à l'occasion de stages dans l'entreprise de courte durée, ils vont découvrir des choses, ils vont découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Il y a deux choses complémentaires que l'on peut apporter dans le cadre de l'école. D'abord, c'est peut-être de donner de l'entreprise une image plus valorisante. Ne pas casser l'entreprise, ne pas expliquer que le monde de l'entreprise, c'est l'exploitation, et expliquer qu'il y a un corps social dans une entreprise et que ce corps social est destiné à progresser ensemble. Enfin, donner quelque chose des éléments un peu plus positifs sur l'entreprise que ceux qui sont parfois donnés au niveau des enseignements dans le lycée. Et enfin, c'est peut-être de commencer à donner dans le quotidien de l'enseignement une entreprise attitude, si je puis dire. C'est-à-dire que les jeunes, on leur apprend beaucoup à être premiers de la classe. On leur apprend à lutter les uns contre les autres. On leur apprend peut-être l'esprit de compétition. Alors, je veux bien qu'il y ait l'esprit de compétition dans l'entreprise, mais il y a d'abord un esprit collectif. Et on n'apprend pas assez aux jeunes à travailler ensemble. On ne leur apprend pas assez à tenir compte à la fois du réel et du théorique. On ne leur apprend pas assez que derrière des enseignements, il va se passer quelque chose pour l'application. On est un peu loin du monde. Alors bien sûr, on a besoin d'enseignements généraux, c'est tout à fait normal, mais par contre, il faut que le monde concret soit peut-être un peu plus présent et que ce qui va se passer dehors, après, dans leur vie, ils puissent le comprendre un peu mieux dans le quotidien de leurs enseignements. Merci Fabrice. René. Sur l'école, le stage, enfin le passage de l'entreprise en 3e, c'est très bien, rien contre, mais je ne suis pas sûr que ça résolve le problème. Moi, je pense que l'entreprise n'est pas audible dans l'école, pour 36 raisons. Je pense que ceux qui pourraient être entendus, ce sont les parents d'élèves. J'avais une expérience dans une école, je crois que c'était en 6e ou en 5e, où les parents des enfants, des adolescents de la classe venaient le samedi matin ou entre parler de leur métier. Un était boulanger, l'autre était ingénieur, l'autre était technicien, l'autre était infirmière. Les enfants avaient plutôt tendance à écouter le papa de leurs copains. Et franchement, le témoignage sur ce qu'est l'entreprise était tout à fait intéressant et peut-être meilleur en contenu et en émotion finalement que ce qui peut être fait. Bon, enfin, ceci, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais je ne sais pas si... moi, je pense toujours à l'entreprise. On a fait 20 ans d'éducation, 40 ans dans l'entreprise. Il faut qu'il se passe des choses. Le rôle des seniors. Je ne sais pas si les seniors à venir et présents n'ont pas un rôle fondamental à jouer... Dans la transmission. Pardon ? Dans la transmission. Justement. Dans la transmission. Hein, et... alors, partir à la pêche, c'est formidable, mais à 60 ans, on peut encore faire autre chose. Et je pense qu'il y a là, enfin, je crois que certaines entreprises le font, le tutoring, il y a des expériences qui sont actuellement en cours, mais je pense que ça motiverait les seniors. Et non seulement cela motiverait les seniors, mais ça motiverait probablement aussi les gens qui ont 50 ans. Quand vous avez aujourd'hui 50 ans dans une entreprise, et que l'entreprise a réduit au fil des années le nombre de niveaux hiérarchiques, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, vous savez en gros que vous allez rester dans la position dans laquelle vous êtes jusqu'à votre retraite. C'est pas très très motivant, honnêtement. Et donc il y a cette espèce de, je l'appelle l'ombre portée du futur, qui fait que vous commencez à vous démotiver à 50 ans parce que vous savez que les 10 prochaines années seront un petit peu les mêmes.
Si on donnait l'occasion de voir qu'après 55 ans, il y a un autre que les cadres, les techniciens peuvent passer, je sais pas, donner une journée par semaine à faire du tutoring des jeunes apprentis qui rentrent dans l'entreprise, eh bien ça pourrait redonner un sens, finalement, un sens à ce qu'est une fin de carrière. On occuperait les seniors, on formerait, on initierait les jeunes apprentis et on donnerait aux gens de 50 à 55 ans une nouvelle motivation sur les 10 prochaines années de leur vie. Merci René. Richard Descoings voulait intervenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les entreprises ne sont pas audibles à l'école, mais pour vous dire pourquoi, je vais l'illustrer très concrètement. L'année dernière, on a emmené 120 lycéens de seconde, et de seconde professionnelle aussi bien que de seconde indéterminée, de 4 lycées de Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, Bondy, Épinay, Saint-Ouen, en Chine. Et on les a emmenés en Chine, pas pour leur montrer la place Tiananmen, on les a emmenés pour réfléchir à des grands sujets économiques et d'entreprise. Et on est parti de leurs préoccupations premières. On a dit, voilà, vous trouvez que c'est affreux, la France se désindustrialise, il y a des délocalisations. Ils ont été reçus par Seb, par le patron de l'usine Seb en Chine, qui leur a expliqué pourquoi c'est plus intéressant pour Seb et pour le consommateur francilien de fabriquer le mixeur que leur maman va acheter à l'hypermarché de Bondy. Mais pour les intéresser, c'est vrai que c'est pas en all. Si le patron de Seb était allé devant la classe en disant je vais vous expliquer la délocalisation, ça je suis assez d'accord. Mais vous faites le contraire. Vous les emmenez là où les choses se passent. Deuxième exemple, on leur a dit, comme tout le monde, vous êtes très angoissés par le réchauffement climatique, par les questions de pétrole, etc. EDF leur a fait visiter une centrale nucléaire qu'elle gère au sud de Shanghai. On leur dit, la Chine est un pays émergent. Qu'est-ce que ça veut dire un pays émergent? Ça veut dire une classe moyenne qui deviennent des consommateurs. Et Carrefour leur a expliqué comment ils se développaient. Et ça coûte pas cher de faire ça. 10 jours, 1000 € par élève. Tout compris, voyage compris. 1000 €. Donc c'est duplicable. Entièrement financé par les entreprises. L'État n'a pas mis 1 euro, parce que pour l'État, ça paraissait un peu bizarre. Enfin, ils n'ont pas interdit de le faire, c'était bien. Et ce qui est très important, c'est que ce sont leurs professeurs les ont accompagnés. Et quelqu'un disait tout à l'heure, il y a un discours sur. C'est vrai qu'il y a un discours sur. Mais une fois que les professeurs sont allés avec leurs élèves, au début, ce n'était pas facile la discussion avec le patron de l'usine Seb ou avec le patron de Carrefour. Toutes les idées sur la globalisation, c'est essentiellement pas bien pour la Seine-Saint-Denis, existaient. Mais comme ça, je vous assure qu'on fait faire des progrès spectaculaires et à un coût qui est supportable par une collectivité. Parce que non, si c'était plaqué platine à 10 000 € pièce, on ne pourrait pas dire on sait faire. Mais donc il y a moyen, simplement il faut qu'on trouve les formes de captation de l'intérêt de ces tout jeunes gens pour qui effectivement ça ne va pas de soi. Je trouve que c'est très intéressant. Vraiment brièvement, René. Je pensais à l'heure devant la salle de classe, l'aspect un peu primaire. Le mot de la fin, parce que malheureusement l'heure tourne, pour Patrick de Cambourg. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais il y a quelque chose qui m'a chipoté dans la dernière partie de notre débat, à vrai dire. C'est que je considère que, dans le fond, il ne faut pas qu'on crée un clivage entre les gens qui ont cessé d'apprendre parce qu'ils ont quitté le système éducatif et ceux qui sont dans l'entreprise. Je crois que c'est exactement la même chose. On continue à être apprenant. J'avais envie d'avoir un petit mot d'humour en disant que nous devons conserver l'esprit autodidacte. Donc, dans le fond, la capacité à apprendre. Et je suis d'autant plus autodidacte que j'ai fait Sciences Po avant Richard Descoings. Donc, c'est vous dire le niveau de généralité de mon expérience éducative. Mais franchement, l'entreprise est apprenante et il ne faut pas faire des catégories de génération. J'ai trouvé, si je puis me permettre, mais ça va peut-être conduire à rebondir encore, mais je trouve dommage que des gens à 50 ans soient fatigués et se disent je vais retrouver un sens de la vie en transmettant mon truc. De toute façon, j'y crois plus, donc je vais transmettre un truc auquel je crois plus. C'est pathétique, ça. Il ne faut pas faire ça. Aussi, hein. Non, mais je caricature à dessein. Ça, c'est pas charitable parce qu'il ne peut pas répondre.
alors qu'il en a très envie. Mais merci à vous tous, il est 16h pile, bonne cité. Merci à nos intervenants.